fut un temps où les moteurs Rover étaient considérés comme des moteurs de conception ancienne, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les moteurs actuels sont enviés du monde automobile. Le Série K, introduit en 1989, a prouvé son efficacité. La dernière évolution de ce programme a été le montage du système de distribution variable VVC sur le moteur K de la MGF. Fin 1994, on a vu apparaître le moteur série L à gestion électronique. Il s'est avéré si souple et si puissant qu'il a contribué à faire changer l'image des moteurs diesel. Les ingénieurs de Rover Group ont aujourd'hui renouvelé ce tour de force. Il s'agit du tout nouveau moteur KV6, 2,5 litres de perfectionnement qui a propulsé notre segment de véhicules haut de gamme vers le XXIe siècle. Ce programme va vous permettre de le découvrir. Commençons par vous donner des informations sur l'origine de ce moteur KV6. Tout commença en 1991 quand il devint évident que les capacités du moteur V6, utilisées jusqu'alors, comportaient certaines limites. L'une d'elles était son incapacité à passer les tests anti-pollution pour l'homologation de la fin des années 90. Les ingénieurs qui nous avaient donné un bref aperçu de leur talent avec le modèle K16 avaient produit un tout nouveau moteur V6 de 2,5 litres. Son nom de code était Merlin. Merlin devait être compact, léger et fiable, encore plus performant que le modèle actuel, et bien sûr, il devait pouvoir passer les tests anti-pollution futurs, et ce, dans le monde entier. Les ingénieurs de chez Rover sont très fiers de ce résultat. Ce moteur a rempli tous les critères de développement. Le résultat de leur travail est le moteur V6 le plus court de sa catégorie. Il est le plus léger de près de 30 kg que son prédécesseur. Il est plus puissant, possède plus de couple et il améliore la consommation de près de 14%. La chaîne de fabrication aussi a été soigneusement repensée. Au lieu de trop compter sur la robotique, comme c'est le cas de nos jours, Rover a opté pour un assemblage manuel. Évidemment, la technique d'usinage moderne a encore une grande partie à jouer pour les opérations de production telles que le bloc-cylindre et la culasse. Mais pour l'assemblage final, il a été décidé que ce moteur perfectionné nécessitait un procédé de construction spécial. Et il a été décidé de ne pas faire effectuer la même tâche par les mêmes personnes pour éviter la monotonie du travail. Donc l'assemblage du moteur KV6 est effectué par une petite équipe de spécialistes triés sur le volet et parfaitement formés pour effectuer toutes les opérations de la chaîne d'assemblage. Chaque moteur a les mêmes contrôles rigoureux à des intervalles bien définis de la fabrication. Depuis l'assemblage des pistons et des bielles, jusqu'à une procédure de contrôle de pression permettant de détecter toute porosité ou fuite. Après la fabrication, chaque moteur est mis au banc d'essai pendant une demi-heure pour une série de tests et en même temps on vérifie qu'il ne présente pas de traces de fuite d'huile ou de liquide de refroidissement lorsqu'il est en fonctionnement. Regardons quelques caractéristiques du moteur KV6. Il est tout en alliage, ce qui permet de garder un poids minimum. Mais la rigidité est un facteur important et vous serez impressionné quand vous verrez son intérieur. Par exemple, regardez cette échelle porte-palier qui permet de maintenir le vilebrequin. Elle est faite en alliage spécial employé dans l'aéro-industrie pour sa rigidité et sa longévité. Elle a été usinée en ligne avec le bloc et si jamais vous devez la déposer, vous devez remplacer les vis. Il y a deux types de vis. Les vis externes sont plus courtes et ont des têtes torses, tandis que les vis internes ont des têtes hexagonales. Les nouvelles vis doivent être positionnées dans leur emplacement respectif et doivent être serrées au couple et dans l'ordre indiqué sur l'échelle porte-palier. Comme nous vous le disions auparavant, le cahier des charges indiquait que ce moteur devait être compact pour faciliter son installation en position transversale. Regardez le faible encombrement du vilebrequin. Il porte sur 4 paliers principaux et les manetons et les tourillons du vilebrequin comportent des congés roulés à froid qui le rigidifient. Les manetons et les tourillons de vilebrequin comportent des coussinets sélectifs, 5 tailles codées, par des couleurs différentes sont disponibles. Les chemises sont du type semi-humide, similaires à celles utilisées par le moteur 1.6K, et sont rendues étanches dans le bloc grâce à l'Ilomar. Ici, vous pouvez voir le numéro du cylindre moulé dans le bloc. La rangée de gauche est numérotée 1, 3 et 5 et est placée du côté le plus proche de l'avant du véhicule. Quand le moteur est installé transversalement, et la rangée droite est numérotée 2, 4 et 6. Chaque ensemble bielle-piston est approvisionné en ensemble complet par le service pièces de rechange. De ce côté, les deux culasses incorporent le système de combustion qui a fait ses preuves sur le moteur série K. 4 soupapes par cylindre, poussoir hydraulique et 2 arbres à cames séparés pour l'admission et l'échappement. Les deux culasses sont identiques.
Bien que l'arbre à cam d'échappement de la culasse gauche comporte ce disque réducteur qui informe l'ECM de la position du moteur. L'entraînement des arbres à cam est très intéressant. Comme vous pouvez le voir ici, la courroie sur le pignon du vilebrequin entraîne les deux pignons des arbres à cam d'admission, la pompe à eau, et de l'autre côté, ces deux courroies entraînent les arbres à cam d'échappement par l'intermédiaire des pignons placés à l'arrière des arbres à cam d'admission. Nous verrons la procédure de calage ultérieurement, ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser. À propos, les pignons des arbres à cam sont fabriqués en métal frité et de l'huile est utilisée dans le procédé de fabrication. Lors des révisions, on pourra peut-être constater une fine projection provenant de ces pignons sur l'intérieur des carters de courroie qu'il ne faudra pas confondre avec une fuite d'huile. Maintenant, le système de lubrification. Voici la pompe à huile entraînée par deux plats usinés sur la partie avant du vilebrequin, comme sur le moteur série K. Le carter incorpore le clapet de décharge, le contacteur de pression d'huile, le capteur de température d'huile et le support de filtre à huile. Ce diagramme montre la circulation. L'huile est aspirée du fond du carter par la pompe qui la dirige dans son intégralité vers le filtre. De là, elle est pressurisée vers une galerie qui court le long du bloc et alimente les paliers du vilebrequin. L'huile circule à travers de la culasse pour lubrifier les paliers d'arbre à cam par l'intermédiaire de tubes de centrage placés à l'extrémité du bloc, sur le devant de la rangée gauche et à l'arrière pour la rangée droite. Maintenant, un mot sur la gestion du moteur KV6. On utilise un ECM MEMS 2J, la dernière version du système de gestion MEMS, utilisé par Rover et qui est déjà couronné de succès. Il fournit un contrôle total de l'alimentation et de l'allumage du moteur pour s'assurer que le moteur délivre un maximum de puissance avec un minimum d'émissions. Le carburant est injecté par 6 injecteurs contrôlés par un système séquentiel à boucle fermée. Les injecteurs délivrent la quantité de carburant voulue dans l'ordre d'allumage à un moment précis. L'injection séquentielle du carburant offre des avantages par rapport au système groupé ou par rangée en injectant la quantité précise de carburant voulu dans le cylindre lorsque la soupape d'admission est ouverte, et ce, dans toutes les conditions de vitesse, de température et de charge. Évidemment, pour commander l'injection séquentielle, l'ECM doit connaître la position d'allumage du moteur. Il obtient cette information du capteur d'arbre à cam de la culasse gauche, qui est informé de la position de l'arbre à cam d'échappement par l'intermédiaire d'un disque réducteur que nous avons mentionné auparavant. L'ECM utilise aussi un signal de charge moteur fourni par ce capteur de pression absolue. C'est l'un des plus importants de ce système. Contrairement au montage utilisé sur le série K, il est monté directement sur le collecteur et est relié à l'ECM par 3 fils. Maintenant, le système d'admission d'air qui incorpore aussi certaines caractéristiques innovatrices. Nous pensons souvent, à juste titre, que le facteur le plus important dans le procédé de la combustion est l'injection de la quantité correcte de carburant. Nous oublions souvent que le moteur a aussi besoin d'air. Et pour une combustion complète, il doit avoir une quantité d'air correcte fournie à un endroit précis, à un moment précis. Un effort important a été fourni pour être certain de réaliser cet objectif sur le moteur KV6 avec l'introduction du système d'admission variable VIS. Ce système est tout nouveau et hautement sophistiqué. Il a été conçu pour maximiser l'efficacité volumétrique du moteur et garantir sa puissance potentielle à pleine charge à travers toute la gamme de régime. Prenons un peu de temps pour résumer les principales caractéristiques fondamentales du système VIS et regarder comment il fonctionne. Comme vous pouvez le voir, le collecteur est divisé en 2 moitiés avec une chambre de tranquillisation pour chaque rangée de cylindres. Au bout du collecteur se trouve le corps du papillon, comportant 2 papillons d'accélérateur, un pour chaque moitié de collecteur. Des conduits d'admission d'air séparés fournissent l'air filtré par le filtre à air au corps du papillon. L'air filtré est aussi distribué à la vanne de contrôle de ralenti, située sur le dessus de la tubulure par ce tuyau. Le CM contrôle le régime de ralenti grâce à la vanne IACV qui contrôle la quantité d'air qui passe en dérivation du papillon qui est, lui, fermé au ralenti. À propos, les papillons sont préréglés contrairement aux autres systèmes MEMS et vous ne devez pas essayer de les ajuster lors des révisions. Et maintenant, la partie variable du système d'admission.
Ces deux moteurs, chacun actionne un papillon situé à l'intérieur du collecteur. Ces papillons sont une partie clé du système VIS et leur position est contrôlée par le CM. Cette coupe va nous permettre de voir plus clairement les papillons. Vous pouvez voir les chambres de tranquillisation séparées que nous venons de mentionner. Chacune alimente 3 cylindres. Au bout du corps de papillon se trouve le premier moteur VIS avec son papillon qui permet de relier les deux chambres entre elles. Il est appelé papillon de connexion. À l'autre bout se trouve le second moteur VIS. Son papillon permet de relier les chambres quand c'est nécessaire. Il est appelé papillon d'équilibrage. Cette illustration simple représente les positions relatives des deux papillons lors du fonctionnement. A représente le papillon de connexion et B celui d'équilibrage. Leur fonction est d'améliorer le remplissage du cylindre dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur en maximisant son efficacité volumétrique. À bas régime moteur, ou avec le papillon des gaz partiellement ouvert, les deux papillons sont fermés. Dans cette position, la tubulure est configurée comme deux collecteurs pour 3 cylindres. Approximativement au-dessus de 2700 tours par minute et avec un angle d'ouverture de papillon supérieur à 36 degrés, le papillon de connexion s'ouvre. Dans cette condition, les caractéristiques du collecteur sont plus adaptées à un régime moteur élevé et un couple moteur supérieur et délivré. Entre 3400 et 5000 tours par minute et avec un angle d'ouverture de papillon des gaz de plus de 70 degrés, le papillon d'équilibrage est ouvert et une augmentation supplémentaire de couple est obtenue. À environ 5000 tours par minute, les deux papillons se ferment et la tubulure revient dans la configuration pour 3 cylindres que l'on a décrit dans la condition 1. Grâce à un design précis de la tubulure, on peut obtenir une nouvelle augmentation de couple à origine. Ce graphique peut nous aider à comprendre l'amélioration que le système VIS fournit. Cette courbe montre un couple classique. Si on superpose celle obtenue avec le système VIS, vous pouvez voir les 4 augmentations de couple obtenues par les variations de position des papillons et l'amélioration considérable qu'ils procurent. Maintenant, regardons l'allumage, qui, comme nous le disons auparavant, sera aussi contrôlé par le MEMS de J. Le KV6 utilise un système d'allumage sans distributeur. Au lieu de disposer d'un distributeur et d'une bobine d'allumage conventionnelle, nous avons 3 bobines d'allumage contrôlées par le CM individuellement. Et, comme vous pouvez le voir ici, les 3 bobines comportent 2 sorties et chacune d'elles fournit une étincelle à 2 bougies. Chaque bobine contient un bobinage primaire branché en série avec l'alimentation et l'ECM, et un bobinage secondaire isolé. Chaque extrémité du bobinage secondaire est branchée à une bougie, comme vous le voyez ici. Quand l'ECM, MEMS, commande une bobine, une étincelle achetée est générée aux 2 sorties de haute tension de celle-ci. L'une enflammera le mélange sur la course de compression, l'autre étincelle sera perdue dans le cylindre qui se trouve sur sa course d'échappement. Puisqu'on parle des bougies, n'essayez jamais d'en déconnecter une lorsque le moteur tourne, car l'intense haute tension générée lors du fonctionnement doit être dissipée quelque part. Si elle ne peut pas se dissiper par la bougie, elle essaiera de passer directement de la bobine à la masse, et on peut se court-circuiter intérieurement dans la bobine et y retourner par le CM. Cela se fera vraisemblablement au détriment de la bobine, de la CM ou encore des deux. Donc, si vous avez besoin de mettre une bobine hors service, faites-le en déconnectant le fil basse tension. Pour la même raison, il est évidemment important de brancher les fils de bougie correctement. Pour cela, ils sont numérotés sur le cache arbre à cam, le support de bobine et sur les fils eux-mêmes. Avant que nous quittions le système de gestion du moteur, vous serez intéressé de voir ce nouveau modèle de disque réducteur. Il est maintenant incorporé au volant moteur sur les modèles à boîte manuelle et dans la plaque de convertisseur sur les automatiques. Dans les 2 cas, il comporte 6 pôles manquants. Aucun n'est situé au point mort haut. L'ECM est toujours capable, via le capteur de Villebrequin, de déterminer la vitesse moteur et la position du piston grâce au disque réducteur. Le capteur de Villebrequin est positionné sur le moteur, sur les dérivés à boîte manuelle et sur le carter de transmission sur les automatiques. À propos, MEMS2J est aussi employé sur les moteurs de la série K avec VVC. Si toutefois vous avez à remplacer l'ECM, vous devez utiliser le testbook pour le reprogrammer. Ensuite, un mot au sujet du refroidissement. Comme nous l'avons vu auparavant, la pompe à eau est montée ici et est entraînée par le côté lisse de la courroie de distribution. Elle n'est pas réparable et doit être remplacée en ensemble complet.
Derrière elle, le thermostat est situé dans ce carter, dans le V du bloc cylindre. Il n'est pas disponible séparément. Le thermostat et le carter sont fournis en ensemble complet. Évidemment, si vous devez déposer l'une ou l'autre des tubulures d'admission pour quelque raison que ce soit, vous devez d'abord vidanger le liquide de refroidissement. Il y a du liquide de refroidissement ici, et si vous ne le vidangez pas, il va couler dans la tubulure d'admission du moteur lorsque vous déposerez le collecteur. Le liquide de refroidissement circule comme ceci. Le thermostat est situé sur le circuit retour du radiateur, donc quand il est fermé, il bloque la circulation par le radiateur. Le liquide de refroidissement peut encore circuler autour du moteur et par le radiateur de chauffage. Quand le thermostat s'ouvre, la dérivation est fermée et le liquide de refroidissement passe alors par le radiateur. Regardons maintenant le remplacement de la courroie et la procédure de calage. Pour plus de clarté, nous allons vous montrer cette procédure avec moteur déposé. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a 3 courroies de distribution. La procédure pour atteindre la courroie avant est un peu compliquée mais claire. La courroie auxiliaire est facile à déposer. À ce propos, elle ne requiert pas de réglage de tension. Ce tendeur compense automatiquement l'usure ou l'extension de la courroie. Enlevez la courroie, desserrez les 2 vis en maintenant la poulie jockey. Utilisez ensuite une clé plate appropriée comme celle-ci sur le tendeur pour comprimer le ressort lors de la dépose de la courroie. Vous pouvez maintenant déposer les autres composants nécessaires pour obtenir l'accès à la plaque de support avant, qui sert aussi de cache à la courroie de distribution. Vous trouverez toutes les instructions pour effectuer cette opération dans le manuel de réparation. Pour enlever la plaque de support avant, tournez le vilebrequin jusqu'à ce que vous puissiez introduire la pige 18G1746 dans le bloc et le volant moteur. Le vilebrequin est maintenant en position de sécurité et la pige maintiendra aussi le vilebrequin pendant que vous enlèverez la poulie. Déposez ensuite la plaque avant et le cache-courroie de distribution pour découvrir le cheminement de la courroie, du pignon de vilebrequin, autour du tendeur, du pignon d'abracam droit, de la pompe à eau, du pignon d'abracam gauche et la poulie de renvoi. Le tendeur hydraulique est un élément indépendant qui fonctionne comme un amortisseur. À l'arrière du moteur, les courroies de distribution sont faciles d'accès en enlevant ces 2 caches. Comme nous l'avons vu auparavant, la pige de blocage 18G1746 maintient le vilebrequin dans la position de sécurité. Et si vous contrôlez ce repère sur la poulie de vilebrequin, vous le trouverez maintenant aligné avec cette flèche placée sur la pompe à huile. Mais en fait, le vilebrequin peut encore se trouver 360 degrés en dehors de la position de calage. Pour vérifier cela, regardez la position d'une paire de pignons arrière d'Abracam. Chaque pignon possède 2 trous. S'ils sont tous les 2 à l'extérieur de la ligne centrale, l'Abracam ne se trouve pas dans la bonne position. Alors enlevez la pige, tournez le vilebrequin de 360 degrés et repositionnez la pige. Le moteur est maintenant bloqué dans la position correcte de calage et vous pouvez maintenant enlever la courroie de distribution. D'abord, enlevez le tendeur, mais ne le faites jamais en ôtant cette vis de support de poulie. Le support a été positionné précisément sur la plaque arrière à l'usine et sa position ne doit jamais être modifiée. Déposez la vis supérieure et ensuite la vis inférieure. Vous pouvez maintenant écarter le tendeur de la courroie. N'oubliez pas de marquer le sens de rotation sur la courroie si vous comptez la réutiliser. Vous pouvez alors retirer la courroie des pignons. Vous devez maintenant desserrer la vis de maintien de pignon d'Abracam. Pour effectuer cela, déposez les 2 couvercles d'étanchéité de pignon d'Abracam et jetez-les. Placez ensuite ces outils spéciaux 18G1747-2 pour maintenir les pignons pendant que vous desserrez les vis et enlevez ensuite les outils. Lorsque les vis de maintien sont desserrées, vous pourrez noter que les pignons d'Abracam pourront tourner légèrement. Il y a 2 points importants à rappeler ici. Premièrement, vous devez employer les outils pour maintenir les pignons lorsque vous desserrez ou serrez les vis. N'essayez jamais de le faire autrement parce que vous causeriez des dommages aux Abracam.
Deuxièmement, vous devez jeter les anciennes vis et en utiliser de nouvelles lors du remontage. En effet, elles sont conçues pour s'allonger quand elles sont serrées avec la procédure correcte. Mais cet allongement est définitif et c'est la raison pour laquelle elles doivent être remplacées. Avant de monter la courroie, assurez-vous que tous les pignons sont propres et secs. Posez ensuite les pignons d'Abracam en utilisant des vis neuves. À ce niveau, serrez-les au doigt uniquement. Placez ensuite la courroie sur les pignons d'Abracam sans l'attendre et posez les outils spéciaux 18G 1747-2. Pour poser la courroie, commencez par le vilebrequin et continuez en sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous constaterez probablement que la courroie essaiera de glisser du vilebrequin. Vous pourrez utiliser une cale triangulaire souple comme celle-là pour la maintenir en place, mais n'oubliez pas de l'enlever par la suite. Gardez la courroie aussi tendue que possible. Et quand vous atteindrez chaque pignon d'Abracam, tournez-les d'abord complètement dans le sens de l'aiguille d'une montre, puis légèrement dans le sens inverse de manière à pouvoir placer la courroie sur les pignons. Mais ne le tournez pas davantage que ce que vous devez. Pour poser le tendeur, alignez d'abord le trou du poussoir avec ce trou placé sur le corps du tendeur. Utilisez alors un étau pour comprimer lentement le poussoir jusqu'à ce que les trous soient alignés et placez temporairement une pige de 1,5 mm dans le trou pour tenir le poussoir en place. Nettoyez maintenant les vis du tendeur et appliquez l'huile optique 242 sur les 3 premiers filets. Maintenez la poulie du tendeur contre la courroie, ajustez le tendeur et serrez les vis à 25 mètres Newton. Libérez alors la poulie du tendeur et n'oubliez pas d'enlever la pige. Maintenant, contrôlez la tension de chaque brin de courroie. Elle devrait être similaire. Si l'un est plus serré que l'autre, cela signifie que la courroie a glissé d'une dent sur un des pignons. Quand tout est correct, serrez les pignons d'Abracam à 27 mètres Newton plus 90 degrés et enlevez les outils. Cela complète la procédure de montage de la courroie avant. Vous pouvez maintenant placer la plaque de fixation avant. Il est important de la monter correctement. D'abord, positionnez la plaque et le support d'alternateur en s'assurant que le joint de cache est correctement positionné. Posez les vis de maintien, mais serrez-les à la main à ce stade. Cette vis à haleine, à tête fraisée, doit être placée ici au sommet. Serrez d'abord les vis de support d'alternateur au couple correct, puis la vis à haleine et les vis du couvercle avant. Il y a 3 couples de serrage différents et il est important de les serrer dans un ordre correct, comme c'est indiqué dans le manuel de réparation. Ajustez le couvercle de courroie de distribution en vous assurant que les joints ne sont pas déplacés. Ces 2 cache-poussières et la poulie du vilebrequin en la serrant à 160 mètres Newton. Enlevez ensuite la pige de blocage du volant moteur. Le reste de la procédure de remontage est simple et vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin dans le manuel de réparation. Mais si vous continuez par le remontage des courroies arrière, ne reposez pas les capsules d'étanchéité des Abracam d'échappement tout de suite. Avant de commencer le remontage des courroies arrière, assurez-vous que la pige de vilebrequin et les outils de maintien des pignons d'Abracam avant ne sont plus en place et que le moteur est toujours en position de calage. Pour remplacer les courroies, travaillez sur un côté à la fois. Placez cet outil spécial 18G 1747 pour maintenir les pignons, tandis que vous déposez les vis de maintien, elles doivent aussi être remplacées. Notez la position des pignons d'Abracam, déposez-les avec leur moyeu et la courroie et enlevez l'outil. Ne tournez pas le moteur tant que la courroie est déposée. Avant de reposer la nouvelle courroie, assurez-vous que les faces d'appui des pignons, moyeu et Abracam sont propres et sèches. Placez alors la courroie comme cela. Posez les pignons sur une table avec le guide de courroie sur les pignons d'admission placés sur le haut et le guide du pignon d'échappement vers le bas. Tournez les pignons jusqu'à ce que les clavettes soient placées l'une en face de l'autre. Posez la courroie sur les pignons sans les déplacer. Placez ensuite cet écarteur 18G 1747-1 entre les pignons. Tournez la vis du centre de l'outil juste suffisamment pour écarter les pignons jusqu'à ce que la plaque de blocage puisse être ajustée. N'exagérez pas ou vous endommageriez la courroie.
Placez maintenant ces deux piges 18G 1747-5 dans l'arbre à cam et utilisez-les comme guide pour le montage des pignons sur l'arbre à cam. N'essayez pas de forcer sur les pignons. Pour aligner les clavettes, utilisez cet outil 18G 1747-4 qui, placé sur le devant du pignon d'arbre à cam d'échappement, vous permettra de le tourner jusqu'à ce qu'il soit en place. Enlevez ensuite les piges, posez des vis neuves et serrez-les au couple correct de 27 mètres Newton et ensuite 90 degrés. Répétez la procédure pour le remplacement de l'autre courroie, enlevez ensuite la plaque de blocage et l'écarteur et remontez les caches. N'oubliez pas de reposer les couvercles d'étanchéité à l'avant du pignon d'arbre à cam d'échappement. Une dernière chose avant de terminer ce programme, si vous devez déposer le moteur pour quelque raison que ce soit, vous devez employer le support de levage correct. Si vous ne le faites pas, vous endommageriez probablement la tubulure de carburant et d'autres composants. Initialement, toute intervention sur le moteur, à part des travaux d'entretien, sera soumise à une demande d'accord préalable. Et bien sûr, le diagnostic de la partie électronique sera effectué grâce au test-book. Cela complète ce programme et votre premier aperçu de ce tout nouveau KV6, encore un autre concept innovateur des véhicules Rover. Yet another innovative concept from Rover Cars.